Et bonjour les amis, c'est la 60e édition de la revue de la semaine. On perd pas de temps, générique. Cette semaine, c'est une semaine très dense politiquement en France. En effet, nous sommes dans le cœur d'un mouvement social qui contamine. Je dis contamine parce qu'on est parti de la SNCF, la réforme du statut des cheminots et de la société SNCF d'un côté, et de l'autre, les mobilisations dans le secteur de la fonction publique où doit avoir lieu le plus grand plan social de l'histoire de France, puisqu'il y a 120 000 postes qui vont être supprimés dans la fonction publique sur décision du gouvernement de Macron. Donc on est au cœur de ça. Et d'ailleurs, en ce moment même, on discute à l'Assemblée nationale la loi qui change le statut de la SNCF. Et on votera avec un vote solennel mardi de la semaine prochaine. Alors ça, c'est le cœur de ce qui se passe. Et le président de la République, pour faire face à cette situation et essayer d'embrouiller les gens, quoi, va être très présent. Toute la semaine, tous les jours, pratiquement, il y a un événement. Et on peut considérer que ces événements sont aussi construits comme des diversions. Pendant qu'on parle de sa dernière trouvaille, ou de la dernière mesure brutale qu'il a inventée, eh bien, la question du conflit social, des jours de grève, recule dans l'actualité des médias dominants. Et les médias dominants peuvent dire « Ah ben c'est pas de notre faute, c'est qu'il est question d'autre chose aujourd'hui ». Ça n'empêche pas les médias dominants de continuer le pilonnage contre les cheminots, les grévistes et ainsi de suite, mais ça leur donne l'occasion de minoriser cette question, qui est pourtant une question essentielle, dans la mesure où le conflit est rude, où l'économie perd des millions en ce moment, où les salariés perdent des millions eux aussi de salaires qui ne leur seront pas versés, et où d'autres perdent des milliers d'heures passées à attendre des trains qui arrivent ou qui n'arrivent pas, ou dans la cohue des bouchons sur les rues. Donc toute cette pagaille qui est créée de manière délibérée par le président Macron, ne croyez pas qu'il ne se rend pas compte, il le sait. Il pense que plus il y aura de pagaille, plus les gens seront mécontents. Et en quelque sorte, il s'adapte à ce mécontentement qu'il provoque parce qu'il veut en faire un sujet politique. Et regardez bien ce qu'il fait. Il multiplie les mises en tension de la société sous un registre de droite très traditionnel, je m'empresse de le dire, et même un peu archaïque. Vous vous rappelez quand il insultait les gens, il disait oui, dans les gares, il y a ceux qui ne sont rien et ceux qui réussissent. Quand il a traité les gens de feignants, ou d'assistés, ou d'illettrés, ou d'alcooliques, tout ça c'est quand même un discours qu'on a connu il y a longtemps, dans les années 50-60, quand il s'agissait d'injurier les travailleurs, la droite a trouvé ses fondamentaux quoi, pour les combattre. Et tout d'un coup, on a vu tout ce vocabulaire ressurgir d'un seul coup et être porté par les macronistes. Ben, comprenez bien ce qu'il est en train de faire. Il est en train de finir de réorganiser le champ politique de la droite. Il se présente, lui, comme le chef. C'est lui qui prend les mesures et les lois de droite que la droite elle-même aurait hésité à faire, et c'est lui qui parle aux gens les plus rétrogrades, à droite, en employant un langage vulgaire pour parler des salariés, et puis c'est lui qui va donner à voir des images qui plaisent à ceux qui aiment l'autorité scrognonieux, c'est à tout ce secteur très réactionnaire du pays, honnêtement, qui réfléchit pas plus loin que le bout de son nez, et ça vous donne 2500 gendarmes pour aller déloger 50 campeurs dans un bois, qui occupent un bois que personne ne réclame. Donc on dit force doit rester à la loi. D'accord, mais pourquoi faire? Qui est-ce qui a envie d'aller s'installer dans les cabanes qui sont des zadistes? Personne. Et qui réclame les terres qui sont là? Personne. Parce qu'elles ont toutes été collectivisées pour créer un aéroport qui ne se créera pas. Donc tout ça... Mais il a voulu donner des images de brutalité, de force, d'autorité, pour plaire, encore une fois, pour essayer de dire à une certaine opinion de droite, vous avez vu, le chef qui n'a pas peur, celui qui cogne, c'est moi. Bon, les gens qui réfléchissent voient la manœuvre et ils se disent c'est des histoires tout ça. Des véhicules blindés, 2500 gendarmes, écarter les journalistes pour pas qu'ils voient ce qui se passe. Tout ça, ça sent quand même la grosse combine communicationnelle. Mais il le fait, parce qu'il compte qu'il y a des ballots
que ça va impressionner. Et sur place, ça coûte un maximum, parce que d'abord, c'est très dangereux de faire ça. Vous demandez à des gardes mobiles ou à des CRS ou à des gendarmes de courir dans les bois avec des gens qui sont dans les arbres et de les affronter avec des grenades lacrymogènes, tout ça ne peut que mal tourner. Et j'ai grande peur que ça tourne vraiment très mal. J'ai peur que, comme chaque fois qu'il y a des situations de cette nature, il finisse par y avoir un grave accident, ou que quelqu'un finisse par en mourir d'une bataille rangée de cette nature. Dans le passé, on l'a vu, rappelez-vous l'affaire Rémi Presse, pour citer que le cas le plus récent, mais vous devez vous souvenir aussi ce qu'ont donné les tirs tendus pendant les manifestations, aussi bien les manifestations de la loi El Khomri que celles qu'on suivi. Donc franchement, la force excessive conduit toujours à un usage excessif de la force. C'est mécanique. Mais c'est depuis le point de départ qu'il faut commencer la critique. Ça ne sert absolument à rien d'aller déloger de force les gens qui sont dans la ZAD. De toute façon, il y avait des discussions, il y avait des propositions. Ces gens qui sont là, ils préfigurent aussi une autre manière de s'organiser. Pourquoi pas? Écoutons ce qu'ils ont à dire, c'est intéressant. Bon, là, c'est le contraire qu'on a fait. Et puis, vas-y, que je te cours dans les bois en tirant partout des lacrymos et le reste. Et puis, bon, des opérations aussi provocatrices que de détruire la chèvrerie, détruire le bâtiment de la ferme des Sans-Noms. Bon, c'est des choses auxquelles les gens qui ont participé pendant 50 ans, j'aime mieux vous dire qu'il y en a du monde qui a défilé là-bas. Hein. Il y en a du monde. Bon, tous ceux qui étaient attachés à tous ces petits symboles vivants et chaleureux de la lutte de Notre-Dame-des-Landes, tout ça est détruit, c'est d'une violence terrible. Je vois bien quand on appelle les copains-copines sur place, combien de fois des durs à cuire, hein, se mettent à pleurer au téléphone parce que tout ça les a choqués, les a meurtris, les a agressés. Cette façon de vouloir être le grand chef de la droite en montrant ses muscles, vous l'avez à Notre-Dame-des-Landes, mais vous l'avez maintenant aussi dans les universités. Et ça, c'est grave aussi. Parce que viennent faire tous ces CRS à qui on donne l'ordre d'aller déloger des étudiants par la force des choses, ça peut que mal tourner. Parce que les étudiants en question, ils peuvent aussi se défendre. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Alors on dit à rétablir l'ordre, mais quel ordre? Justement, c'est parce que c'est le désordre qu'il y a des mouvements. Donc quand on dit qu'on va rétablir l'ordre, non, on va établir de force un désordre qui est le désordre organisé et planifié par l'État. Ce désordre, c'est celui de la loi sur les universités. Voilà. Alors là, on a dans pratiquement tout le mouvement s'est étendu dans beaucoup d'universités. Il y a des assemblées. Bon, alors on dit ils ne représentent pas tous les étudiants, les assemblées. Ça a toujours été comme ça. Alors, ils sont un peu rigolos quand même. Hein. Ils nous font des numéros sur mai 68. Et puis après, quand ils ont la même chose dans les facs, alors là, c'est terminé. Ils ne trouvent plus ça du tout sympathique. Et ils trouvent que par contre, ce qui est bien, c'est de réprimer de force. Alors, ils ressortent tous les débris de 68, Romain Goupil, Cohn-Bendit, tous ceux qui ont tout rogné, et qui viennent à la commande venir cracher sur tout le monde. Tout ça est assez misérable, mais encore une fois, il faut chercher le sens des événements, et ce qu'est en train de faire M. Macron. Il est en train de s'installer comme le chef de la droite. Et alors le pompon, ça a été le fameux discours qu'il a fait devant les évêques de France au couvent des Bernardins. Juste un petit mot pour dire que le couvent des Bernardins est une merveille, qu'il a été restauré à grands frais par l'État et la ville de Paris, et que c'est une rénovation qui est une prouesse technique. Parce qu'à l'intérieur de la carcasse du couvent, on a construit pratiquement une carcasse bis sur laquelle sont dorénavant appuyés tout ce qui existe à l'intérieur de ce couvent. Donc sur le plan technique, c'est une merveille. Le lieu aussi est une merveille. Hein. Et on l'a redonné à l'église. Moi, j'en aurais fait plutôt une salle publique pour y faire tout ce qu'on peut faire dans une belle salle publique de cette nature. Mais enfin, il y a souvent des conférences, et souvent elles sont très intéressantes, donc on ne va pas dire du mal de ce lieu, parce que ce ne serait pas juste. Alors, là, il y avait la conférence des évêques de France, et M. Macron a demandé à y aller, les autres l'ont invité, pouf, le voilà, et il a fait une déclaration absolument inacceptable, visant à redonner aux églises, je ne dis pas à la religion et à la foi, ça c'est autre chose,
mais aux églises un rôle de partenaire, qui a son avis à donner. Bon, non, il n'en est pas question. Et alors il dit le lien a été abîmé. Moi j'ai déjà répondu, il n'a pas été abîmé, il a été rompu entre les églises et l'État. Si vous voulez écouter ma vidéo, vous l'avez en lien, parce que j'ai fait une petite vidéo pour m'exprimer sur le moment. Mais une fois que j'ai eu fini ça, je me suis dit, bon, c'est une violence que fait là M. Macron, et elle se rattache à toutes les autres violences que je viens de vous raconter, aussi bien Notre-Dame-des-Landes, l'université, et là c'est une violence symbolique. Il faut comprendre qu'il y a quand même des millions de gens dans le pays qui sont choqués, qui ne sont pas d'accord, pour voir apparaître les églises, parce qu'on n'ose pas croire que M. Macron réserve le privilège du dialogue qu'il souhaite à la seule église catholique. Il y a 5 religions dans notre pays, il n'y en a pas une. Et justement, privilégier une religion, c'est plutôt l'Ancien Régime, que quoi que ce soit d'autre. C'est pas la République. La République, elle, c'est pas strictement les deux. Bon, j'ai vu que ça se rattachait à un cycle où il se positionne comme l'homme qui va maintenant tenir la parole traditionnelle de la droite. Bon, en même temps, moi je crois pas que ça marche son truc. D'abord parce qu'avant qu'il arrive à changer la loi de 1905, il coulera de l'eau sous les ponts, parce que le nombre de gens qui ne sont pas d'accord pour qu'on y touche est très important. Puis deuxièmement, il y a un truc à quoi il ne s'attend pas qui va se produire. C'est que les catholiques ne se laissent pas enrubanner par un discours. Alors vous pouvez avoir des autorités religieuses qui se frottent les mains en disant « ça y est, on va pouvoir revenir faire la loi ». Vous pouvez avoir 2-3 penseurs tortueux et compliqués qui disent « oui, c'est un renouveau, ça va permettre, ça me fait marrer de dire ça, le dialogue et l'échange ». Mais quand est-ce qu'il n'y a pas eu de dialogue dans ce pays? Le problème, c'est que des fois le ton est monté, mais des dialogues, il y en a toujours eu. Quand est-ce que l'Église n'a pas donné son point de vue sur l'actualité? Mais ceux qui croient ça, c'est qu'ils ne s'intéressent pas à la vie réelle de l'Église. L'Église a tout le temps donné son point de vue, et sur des sujets qui sont drôlement clivants, comme le droit à l'avortement, le droit au suicide assisté, l'homoparentalité, l'homosexualité. Bon, c'est pas des sujets qui sont consensuels dans la société, mais l'Église n'est pas venue faciliter les choses, répandre l'amour et la bienveillance. C'est plutôt mettre de l'huile sur le feu, provoquer des débats d'une violence extrême et très blessant pour les personnes qui sont concernées. Mais ça, bon, c'est l'institution cléricale. Mais ce à quoi s'attend pas Macron, c'est que les catholiques sont dotés d'un cerveau. Et ils participent à la vie de la cité. Il dit, on a besoin de votre engagement politique, mais c'est fait. Chaque catholique vote comme tous les Français, et puis ils votent en fonction de toutes sortes de paramètres, dans lesquels il y a aussi leur foi et leur prescription morale, religieuse, mais plein d'autres paramètres. Et moi, ça m'étonnerait qu'un chrétien qui prend au sérieux ce à quoi il croit, moi j'en connais quand même quelques autres, et j'en ai dans ma famille, ça m'étonnerait qu'il se fasse attraper par un hypocrite pareil, parce que le gars, ça lui va bien d'aller faire toutes sortes de génuflexions et cajoleries aux évêques de France, mais pendant ce temps, qui c'est qui fait rejeter des immigrés dans la neige et le froid, mourir une femme enceinte? Qui est-ce qui laisse comme ça dépérir sur pied des mineurs abandonnés dans la rue? Qui est-ce qui a répandu la pauvreté, favorisé les riches, et tout ça? Vous le connaissez, vous, c'est écrit dans l'Évangile. Il y a plus de chances d'arriver à faire traverser le chat d'une aiguille à un chameau que d'envoyer un riche au paradis. Il ferait bien d'y réfléchir. Bon, tout ça, les chrétiens, ils sont au courant. Et c'est pas parce que l'autre vient gesticuler qu'ils vont oublier. Ils vont oublier tout ça. Bon, donc moi, je suis assez confiant. Il faut que vous compreniez que ma réaction, c'est pas une réaction à propos de l'Église catholique ou de la foi chrétienne. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est la place qu'ont les églises dans la vie de la cité, et ont-elles ou non à intervenir dans le champ politique? Ma réponse claire est non. Je ne peux pas à la fois dire que je suis contre l'islamisme politique, mais que je suis pour le catholicisme politique. Non, c'est tout le monde pareil. Les églises chez elles, l'État chez lui, et le citoyen, il fait, en fonction de tout ce qui est en lui, il prend la décision et c'est lui qui exerce. Voilà, c'est simple à comprendre, et c'est pas la peine d'essayer de me chercher des querelles qui n'existent pas. Par contre, moi, je vais chercher au président de la République une querelle qui existe. Et je lui dis, cette fois-ci, vous allez trop loin. C'est irresponsable de faire ce que vous venez de faire. Parce que vous appelez à une surenchère des religions, entre elles, pour être représentées dans l'espace public. Et la grande difficulté qu'on a avec les religions, c'est qu'elles procèdent du dogme et de vérité révélée. On ne peut pas discuter d'une vérité révélée, on y croit ou on n'y croit pas. C'est bien pourquoi il faut que soit strictement séparé la sphère publique où on discute d'arguments et la sphère de la religion où on confronte des vérités révélées. Voilà. J'espère que tout ça ne paraît pas trop abstrait, mais il y a un lien. Quand vous voyez le président Macron
tenir ce genre de discours, provoquer tout le monde, manquer à son devoir de gardien de la laïcité, eh bien, il faut vous demander pourquoi il le fait. C'est pas seulement par curiosité intellectuelle ou parce que c'est un type qui a une foi refoulée ou pas d'ailleurs, et qui vient faire le malin devant les évêques en essayant d'acheter son paradis comme ça. Hein. Bon, non, c'est un homme qui poursuit un objectif politique et on ne va pas le laisser faire. Et je le rappelle encore une fois, on a plus intérêt aux solutions raisonnées et pacifiques qu'aux brutalités et aux agressions pour mener un pays. Voilà. Alors je vous reparle de ce week-end. Il y a des rassemblements dans plein de villes de France qui se réalisent à l'initiative d'intervenants très différents. Par exemple, à Montpellier, c'est les étudiants en lutte qui appellent à une démonstration, à un rassemblement ce jour-là. Bon, à Lille, ce sont des personnalités et également la France Insoumise, le Parti communiste, le Parti de gauche qui appellent à un rassemblement en début d'après-midi. Et puis il y a l'événement marseillais qui est un événement exemplaire parce que c'est un rassemblement qui a lieu dans la rue à 14h, le 14, au Vieux-Port, à partir du Vieux-Port parce qu'on va remonter sur la Canebière, hein, et il y a de la place, hein, vous savez que la Canebière finit au bout de la terre, on peut le savoir. Bon. Donc on va pouvoir là se déployer, mais c'est la CGT, Sud Solidaire et la FSU qui ont été les syndicats moteurs de ce rassemblement. Et puis des forces politiques, pratiquement toutes celles qu'on a l'habitude de voir dans les manifestations de soutien au mouvement social, c'est-à-dire, encore une fois, le Parti de gauche, le Parti communiste, la France Insoumise, le NPA, qui est-ce que je suis en train d'oublier? Peut-être que j'en ai oublié, je leur demande pardon. Et puis toutes sortes d'associations ou de syndicats comme l'UNEF ou les syndicats de lycéens qui appellent. Alors c'est très important parce que ça fait une démonstration qu'il est possible de surmonter la coupure entre le syndical et le politique. Bon. Et ça c'est vital. Parce que quand on reste séparés, ou qu'on ne se parle pas, ou qu'on se parle par intermédiaire de presse, hein, ben en général ça donne rien de bon. Parce que bien sûr que chacun a un champ spécifique. Nous, la France Insoumise, nous sommes un mouvement politico-social, mais nous sommes un mouvement politique, donc nous parlons à toute la société. Et nous disons à toute la société, vous avez intérêt à ce que les cheminots en lutte gagnent, hein, parce qu'ils défendent le service public, ils défendent une certaine vision de la société. Mais ça serait mieux qu'on puisse le faire avec les intéressés eux-mêmes, c'est-à-dire avec les cheminots et le mouvement social. Donc à Marseille, c'est ce fossé-là qu'on a comblé. C'est pourquoi ce sera très intéressant que ce soit un succès, de manière à ce que la preuve soit donnée que c'est bien comme ça qu'on peut faire l'action la plus efficace et peser le plus sur le pouvoir. Voilà pourquoi je peux dire que à la fois je regrette que Philippe Martinez ait dit qu'il ne viendra pas à l'appel de la marche qu'a proposé François Ruffin, député de la France Insoumise, à partir d'une assemblée citoyenne qui s'est tenue à la Bourse du Travail de Paris. Moi je trouvais que c'est une bonne idée, je le trouve toujours, le mouvement La France Insoumise a décidé de le soutenir. Bon, je regrette que Philippe Martinez n'y participe pas. J'entends ces arguments évidemment, parce qu'il faut faire l'effort d'essayer de se comprendre. Et j'ai noté que M. Martinez dit trouver une date qui permet à tout le monde de venir, ça peut être une idée. Alors allons-y, discutons de cette date, essayons de faire ce qu'on a réussi à Marseille, de le faire dans tout le pays. Mais on ne peut pas juste renvoyer dans ses buts François Ruffin et l'Assemblée de la Bourse du Travail, parce que ça finit par être démoralisant si à chaque occasion, il y en a un qui décide de faire la tête à l'autre. On ne va pas avancer comme ça. Donc j'espère qu'on arrive à trouver des moyens de converger. En attendant, la date du 5, elle est là, elle est sur la table. Je crois que c'est notre responsabilité à tous de la faire fonctionner du mieux possible, d'utiliser cette occasion de faire une démonstration de force qui fasse réfléchir le pouvoir et lui fasse craindre qu'il y ait une jonction entre les salariés et la masse de la population. Voilà pourquoi ces dates sont aussi importantes à mes yeux et à ceux de mes amis de la France Insoumise, et que j'espère vous voir nombreux à Marseille le 14, à partir de 14h sur le Vieux-Port, pour montrer que c'est la bonne méthode si vous êtes d'accord avec ce que je suis en train d'expliquer.
Bon, les gens à l'international, là, franchement, ça commence à dégénérer gravement. L'affaire de la Syrie, vous avez tous compris, il y a eu une attaque à l'arme chimique. Bon, commençons par dire une chose. On ne peut pas banaliser ça. D'accord? Ceux qui ont utilisé les armes chimiques pour tuer les gens doivent être punis. Qui que ce soit. Et je me suis exprimé sur le sujet tout à l'heure à la Commission des Affaires étrangères et vous aurez aussi le lien si vous voulez entendre le résumé de ce que j'ai dit à cette occasion. Donc commençons par ça. Ceux qui ont utilisé les armes chimiques doivent être punis. Nous autres, les Français, c'est nous qui avons fait signer en 1993 une convention de désarmement chimique. Moi, à l'époque, j'ai regretté qu'on n'ait pas fait signer la convention sur le désarmement bactériologique. Vous ne le savez pas, vous, mais il n'y a pas de convention qui interdit de produire des armes bactériologiques. Vous comprenez ce qu'est une arme bactériologique, hein? C'est mettre des virus, des saloperies de toutes sortes, qu'on balance comme des munitions pour rendre les gens malades et les tuer de cette façon-là. À l'époque, on n'a pas pu convaincre les États-Unis. Bon. Mais le résultat, c'est quand même qu'on a signé la convention de désarmement chimique. Je fais quand même remarquer que les États-Unis d'Amérique, 20 ans après, n'ont toujours pas désarmé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fini de détruire leur stock. Les Russes ont fini il y a 1 an. Et dans la zone dont on parle, ni la Syrie, ni Israël, ni l'Égypte, ni le Soudan n'ont signé la convention de désarmement chimique. Donc c'est un endroit où des armes chimiques se sont baladées. Vous vous souvenez que la dernière utilisation d'armes chimiques en Syrie a été attribuée à ceux qu'on appelle les rebelles, qui à cette époque étaient déjà purement et simplement des milices islamiques, hein, qui voulaient provoquer un incident qui justifie une intervention contre Bachar el-Assad et son gouvernement. Et là, bon, honnêtement, beaucoup d'observateurs se posent la question de la rationalité pour le régime de l'utilisation des armes chimiques, parce que tout le monde a dit il y aura une frappe si jamais il y a des armes chimiques. Bon, du point de vue du régime, alors qu'il a récupéré la domination sur 95% de son territoire, on ne voit pas très bien pourquoi, en dernière minute, il se livrerait une provocation pareille. Mais après tout, tout est possible, hein, dans un endroit pareil où les esprits sont surchauffés et où la guerre, de toute façon, est abominable. Bon, mais en attendant, il y a une espèce maintenant d'escalade dans laquelle le régime de Bachar el-Assad est juste un prétexte. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce que les États-Unis essayent de faire, c'est de reprendre la main sur une situation qui leur échappe totalement en Syrie, parce que leurs amis sur place, c'est-à-dire les milices islamiques des différentes variétés, ont été battus à plat de couture par les Russes et par le régime d'Assad. Voilà, c'est ça la vraie situation. On essaye de reprendre la main. Parce que dans toute la région, les gens se disent « Ah ben les Russes, c'est des alliés fidèles, et quand ils sont là, ils y restent et ils nous défendent. » C'est comme ça. Donc c'est une grosse provoque pour pouvoir intervenir. Et je le dis d'autant plus facilement que quand j'ai préparé les notes pour préparer cette intervention dans la revue de la semaine, bon, j'avais pas encore le tweet de Trump, mais j'espère que vous avez vu passer ce tweet. Ce type est un dément parce qu'il dit les choses avec une crudité totale. Il dit hey, attention, la Russie, les missiles sont prêts à partir. Ah bon, on croyait qu'on allait frapper le régime Assad. Non, c'est la Russie qui l'a dans le collimateur. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est une escalade pour aller vers quoi? Vers une guerre généralisée? Une guerre mondiale? C'est ça qu'il veut, Trump? Non, nous on ne peut pas vouloir d'une chose pareille. Il ne peut pas être question de participer à l'escalade. Et vraiment, je dis à Emmanuel Macron, ne vous laissez pas embarquer là-dedans, parce que vous commencez aujourd'hui, vous ne savez pas quand est-ce que vous pourrez redescendre d'un train qui roule à cette vitesse sans s'arrêter à aucune gare de la paix. Hein. Voilà, donc ça serait une lourde erreur de se laisser embarquer là-dedans, une très lourde erreur, et pour ma part, je ne le veux pas, et je le dis clairement, je ne me sens pas solidaire de l'attaque que veulent déclencher les États-Unis d'Amérique, l'OTAN et la France avec. Je ne suis pas solidaire de ça, je ne l'accepte pas, parce que j'attends qu'on nous dise qui a réellement utilisé les armes chimiques. Évidemment que si c'est le régime de Bachar el-Assad, il doit être puni d'une manière ou d'une autre, mais si ce en sont d'autres, eux aussi doivent être punis. Hein. Et il ne peut pas être question que par précipitation, on en vienne à cautionner des gens qui utilisent des méthodes pareilles pour provoquer des incidents. Bon, alors maintenant je passe à la question suivante, mais pour terminer sur la Syrie, si vous voulez entendre tout le raisonnement, vous pouvez regarder la vidéo de mon intervention à la Commission des Affaires étrangères sur le sujet. Bon, maintenant je vous parle
de toute autre chose. Vous connaissez Wankill Studio? Vous le devriez, j'en ai parlé la semaine dernière. Ils ouvrent des colis, et dedans il y avait mes tracts, et ils ont distribué les tracts dans les bureaux autour. Bon, j'ai fait quelques mots pour dire merci. Et qu'est-ce que je vois? Wankill Studio pour mes quelques mots, et ils me mettent dans le générique d'une de leurs vidéos. Voilà, dans Wankill Studio. Wankill Studio, ils font des vidéos sur les jeux vidéo. Ça marche, enfin il paraît. Bon bref, voilà que maintenant je suis plus un hologramme, mais je mène ma vie dans toutes sortes de vidéos, de films, de dessins, et moi je fais ce que je raconte n'a strictement rien à voir avec eux. Bon, c'est comme ça que ça marche. Mais si vous voulez me retrouver d'une façon plus personnelle, vous avez un hashtag JLM FAQ3. D'accord? C'est parti d'un site Twitter de quelqu'un qui s'est mis tout d'un coup, je ne sais pas pourquoi, à collectionner toutes sortes de photos de moi. Alors, l'amusant de l'histoire, c'est que souvent, moi, les photos de moi, je les découvre, je ne les connaissais pas. C'est des gens qui envoient sur ce compte, post-bad Jean-Luc, les photos qu'ils ont de moi. Alors bon, ceux qui m'ont connu quand j'étais un jeune homme ou un gamin à l'école, enfin bon, il y a tout ça. Et puis il y en a pas mal où j'ai l'impression quand même qu'on se fout un peu de moi. Enfin bon, ça fait partie du truc. Alors je vais répondre à toutes ces questions et vous pouvez en rajouter d'autres en allant en bas dans les commentaires de cette vidéo. Je vais répondre à toutes ces questions qui auront été posées sur le compte Twitter et puis à la suite de cette vidéo. Je vais faire ça bientôt, quoi. Maximum dans la semaine qui vient. Alors si ça vous branche, JLM FAQ3. D'accord? Bon, et si par hasard tout ce que je viens de faire, qui a quand même plus d'intérêt que tout ça, vous plaît, et toc, vous mettez des petits pouces bleus, et puis ça le met en tendance, cette vidéo. Et si vous découvrez ce site, et ben, hop, vous vous abonnez, c'est gratuit, pourquoi pas le faire? Et nous, ça nous donne du courage. Allez, à la semaine prochaine.